Allez, c'est reparti. J'espère que vous avez pu vous restaurer. Je sais que c'était court et que vous n'allez pas débuter votre pause postprandiale. Ce n'est pas le moment, nous allons attaquer. J'ai plusieurs annonces à faire. Il y a un questionnaire de satisfaction qui va circuler. C'est très important pour les organisateurs que vous puissiez le remplir et le leur rendre. Ça, c'est vraiment... avoir ce retour-là, c'est très précieux. Des attestations de présence qui sont disponibles à l'accueil. Donc n'hésitez pas. Et puis nous avons trouvé un petit portefeuille au nom de Monsieur Madout. Donc s'il est encore parmi nous, ou si quelqu'un le connaît, non, mais on le garde précieusement et on le remettra à qui de droit. Hop là. J'espère qu'il va s'en rendre compte rapidement. Allez. Eh bien, nous allons reprendre avec la première table ronde de l'après-midi, dédiée à l'accompagnement auprès des mineurs fugueurs et de leurs familles, thème que nous avons très légèrement effleuré ce matin. Nous commençons, donc je vais faire une très rapide présentation de nos intervenants, donc 4 intervenants. Merci pour les gens qui font un petit chut, c'est très agréable, ça m'évite d'avoir à le faire et c'est très sympa. Je ne sais pas si ça va être efficace, mais en tout cas, c'était bienvenu. Donc nous avons tout au bout, là, sur ma droite, Madame Lucille Laxener, qui accompagne Smaïn Bouchiba, et tous les deux vont nous présenter un dispositif innovant Mousqueton CMSEA, et vous nous raconterez en quoi ça consiste. À votre gauche, Monsieur Bouchiba, nous avons le docteur Michel Bodbol, qui est pédopsychiatre et qui nous parlera de la place de la pédopsychiatrie dans l'accompagnement des mineurs au retour d'une fugue. Et nous allons tout de suite commencer avec Madame Samia Amonic, qui est chargée de dossier aux 116 000 enfants disparus et qui va commencer à introduire ce sujet sur l'accompagnement des familles pendant et au retour de la fugue. On va reprendre la petite zapette. Alors moi, je n'ai pas de signal ici. Enfin, sur notre retour, nous n'avons pas d'image. Comme vraiment la technique, ce n'est pas du tout mon fort. Ça y est. Merci la régie. Alors, bonjour, déjà pour commencer. Merci de votre présence à tous sur ce thème qui visiblement rassemble en tout cas. Donc, je suis Samia Amonic, je suis d'abord éducatrice et je suis donc chargée de dossier aux 116 000 enfants disparus. Donc, le 116 000 enfants disparus, ce matin, a été présenté un petit peu, et notamment dans le cadre de droit d'enfance qui le prend en charge. Donc, il a été présenté ce matin. Rappeler quand même, peut-être insister sur le fait que les pays de l'Union européenne ont pour obligation de mettre en œuvre le 116 000 enfants disparus, le numéro du 116 000, que ce numéro a été d'abord pris en charge par la Fondation de l'enfance et la FCPE, puis repris depuis le mois de novembre dernier par Droit d'enfance, qui donc en assure son fonctionnement. Alors, le 116 000 enfants disparus, qu'est-ce que c'est ? C'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24. D'abord par le biais d'une plateforme téléphonique qui n'est pas prise en charge directement par le 116 000 en termes de cellules de suivi, mais qui est prise en charge par un prestataire de manière à pouvoir répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce sont des écoutants qui sont formés, qui ont un livret d'écoutants et dont la mission est de recueillir les premiers éléments, les premiers recueils d'éléments concernant une disparition de mineurs. À charge à eux de la transmettre à la cellule de suivi, donc auprès du 116 000, une fois que les éléments amènent à dire qu'effectivement c'est une disparition de mineurs. Alors dans un premier temps, nous, effectivement, on ne fait pas de distinguo. La disparition de la fugue, c'est une disparition de mineurs. Évidemment, on va devoir faire une relecture aussi, une évaluation quand on va rappeler la famille ou les personnes qui ont signalé la disparition de ce mineur pour savoir un petit peu d'abord ce qui a été fait, est-ce que les premières démarches ont été faites par les signalants, ça c'est notre objectif. Donc on reçoit à la cellule de suivi ce qu'on appelle un ticket, donc de la plateforme d'écoute, on la lit et on contacte dans la journée, dès lors que le ticket a été reçu, on contacte dans la journée les personnes qui signalent cette disparition. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui de l'autre volet, des autres volets du 116 000, mais au-delà des disparitions inquiétantes et des fugues plus précisément, on traite aussi les enlèvements parentaux qui bien souvent commencent par des non-représentations d'enfants pour ensuite aller parfois,
vers des enlèvements parentaux nationaux et internationaux. Donc, quand on reçoit le ticket, on contacte la famille, on essaye ou les personnes, encore une fois, qui ont signalé. Il arrive que ce soit des personnes autres que la famille. Ça peut être alors un autre membre de la famille que les parents, bien sûr. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être, plus rarement, mais ça peut arriver aussi, des professionnels, une assistante sociale, un service de secteur qui se retrouve en difficulté et qui nous contactent pour savoir si la famille, en tout cas les déclarants, ont fait le nécessaire pour que les investigations puissent commencer. Donc nous, c'est d'abord notre recherche, c'est de savoir si tout a été fait. Évidemment, on oriente vers les services enquêteurs, donc police, gendarmerie. On s'assure que la disparition a été signalée et que ce mineur, du coup, est bien inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Ça, c'est la première des choses, parce que sans ça, l'information ne remonte pas au parquet, les investigations ne peuvent pas commencer. Donc on explique tout ça aux personnes qui nous contactent, on leur explique comment le faire, et on les accompagne pendant ce processus. Par la suite, alors nous, on n'est pas un service d'investigation, donc on ne va pas aider à la recherche du mineur autrement que par le biais de l'avis de disparition que l'on propose de diffuser sur notre site internet et sur les réseaux qui y sont associés. Alors pour ce faire, quand même, il y a deux conditions qui sont obligatoires. C'est évidemment d'abord l'autorisation des personnes détentrices de l'autorité parentale pour ce mineur et l'autorisation des services d'investigation via l'OCRVP. Donc l'OCRVP, c'est l'Office central pour la répression des violences faites aux personnes, qui a été cité ce matin, je crois, par les services enquêteurs, juste pour préciser que c'est donc une structure qui est chargée de centraliser, d'analyser les faits commis sur l'ensemble du territoire national, et qui sont compétents dans les cas dans les cas d'homicide, tentative d'homicide, viol, agression sexuelle, pédopornographie, séquestration, enlèvement. Et également compétent pour mener les recherches concernant les personnes majeures et mineures disparues dans des conditions inquiétantes, les découvertes de cadavres non identifiés et les dérives sectaires constitutives d'infractions pénales. Voilà. Donc nous, on passe forcément par ce service, à charge à l'OCRVP de contacter les services enquêteurs pour vérifier la faisabilité d'une diffusion d'un avis de recherche. Parce que comme ça a été évoqué ce matin, c'est jamais anodin de diffuser la photo d'un mineur, d'une personne d'ailleurs, sur Internet. On sait que c'est compliqué après, par la suite, à effacer complètement. Mais surtout, il peut y avoir aussi une impossibilité avec l'enquête en cours, soit parce que le mineur, ça peut le contraindre ou le motiver à se cacher davantage quand il se sait traqué, soit dans le cas de réseaux, quand ils sont pris dans des réseaux, ça peut aussi conduire le réseau à le cacher davantage ou à le déplacer sur le territoire, ce qui déjà est la problématique des réseaux de prostitution notamment, mais ça, on va y revenir. Donc ensuite, la cellule de suivi accompagne, donc je vais dire plus largement la famille, mais en tout cas les personnes qui nous contactent, tout au long de la disparition, qui parfois est longue. Alors elle est parfois plus dans les cas d'enlèvement parentaux, mais on a quand même des situations de fugue qui durent depuis des mois, voire des années pour certaines, alors avec des fois des retours, pas toujours, des fois des contacts, des liens gardés, pas toujours non plus. Donc avec des situations qui sont assez compliquées aussi psychologiquement et qui nécessitent, au-delà de l'accompagnement juridique qu'on peut faire, l'accompagnement dans les démarches, parfois dans des aides, des appuis pour faire des écrits au procureur, pour faire des écrits aux magistrats, aux différents magistrats qui sont concernés par la situation. On est aussi amené quand même à faire beaucoup de suivi psychologique, d'appui, de soutien psychologique. On a parfois, on a même assez régulièrement la possibilité d'entrer en lien avec soit les professionnels qui sont déjà en charge de la situation quand c'est le cas, ce qui n'est pas toujours le cas, soit avec les services de police et gendarmerie parfois, quand la communication est un peu compliquée avec la famille ou avec les professionnels, ou pour leur faire remonter des éléments. Voilà. On accompagne les familles jusqu'au retour de l'enfant quand c'est possible. Évidemment, les familles sont en droit de ne pas vouloir poursuivre l'accompagnement même si leur enfant n'est pas revenu. Donc, à leur demande, à tout moment, on peut fermer le dossier. Pour autant, on reste à leur disposition pour les accompagner, y compris après le retour de l'enfant, parce que c'est souvent, presque toujours un moment qui est compliqué pour plein de raisons qu'on va évoquer après, mais qui est déjà au travail, en tout cas que nous, on essaye de mettre au travail pendant la disparition. Parce que l'accueil de cet enfant par ses parents, parfois les professionnels aussi, par la famille, va être très important justement dans la suite et dans la récidive ou la non-récidive de ce mineur parfois.
Donc c'est important de faire ce lien-là. Et puis parce que aussi, les services enquêteurs n'ont pas toujours la possibilité de contacter les familles de façon très très régulière. Ce qui les met, elles, les familles, dans une situation très compliquée, de souffrance importante, parce que l'attente, c'est compliqué, ne rien savoir, c'est très compliqué, et ce sentiment un peu d'abandon et de se dire que personne ne cherche leur enfant. Voilà. Donc nous, on essaye un petit peu de faire le lien, de temporiser, de leur expliquer comment ça fonctionne, de leur expliquer les procédures aussi, ce qui peut être... et parfois d'aller relancer, effectivement, en les accompagnant sur des courriers ou en alertant nous-mêmes. Donc, il nous arrive aux 116 000 enfants disparus de signaler des situations ou de transmettre des éléments qui nous sont donnés. Parfois aussi de faire des informations préoccupantes quand on a une famille qui nous contacte et qui, clairement, n'a pas prévu d'accueillir son enfant de façon très bienveillante, pour le dire comme ça. Voilà, ça nous arrive aussi. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition de la fugue parce que je crois que ça a été beaucoup évoqué ce matin. Évidemment, les fugues et disparitions inquiétantes chez nous aussi, on peut y faire un distinguo. Pas tellement en termes de signalement pour la famille, parce qu'on explique toujours à la famille qu'effectivement, une disparition de mineur, c'est par nature inquiétant. Pour autant, on sait bien aussi que les critères pour les services d'investigation, les critères qui vont déterminer l'inquiétude, la gravité de la disparition, vont aussi mener à des moyens supplémentaires parfois pour investiguer. Donc quand nous, on a connaissance de ces éléments et qu'on se rend compte que la famille n'a pas été en mesure, a priori, de les mettre en avant, de les expliquer aux services enquêteurs, on leur explique comment le faire, voire on prend le relais et on contacte les services enquêteurs pour le leur indiquer. Donc je pense notamment à l'historique de tentatives de suicide, par exemple, de mal-être exprimé, ou en tout cas de projets préparés de fugue aussi, parce que ça peut compter. Tous ces éléments que parfois la famille n'est pas outillée, pas suffisamment en tout cas, ou parce qu'elle panique et qu'elle n'a pas le temps de tout expliquer. Donc ça, on fait ce distinguo. Il faut quand même savoir que dans ce que nous, on qualifie aussi comme disparition inquiétante, clairement, il y a quand même ces situations qui, là, pour le coup, ne vont pas rentrer dans le focus d'aujourd'hui parce qu'on peut difficilement parler de fugue, encore que peut-être ça se discute. Mais on a eu quand même quelques cas cette année, effectivement, d'enfants autistes, je pense notamment, qui ont quitté le domicile. Alors, là, la définition, ils ont quand même quitté le domicile sans l'accord de leurs parents. Et avec des situations, au moins pour l'une, assez dramatiques. Donc nous, on travaille aussi au 116 000, puisqu'on a aussi un rôle de formation, d'intervention auprès des différents partenaires professionnels. On travaille aussi à ça, et notamment en ce moment avec le Centre de ressources autistiques d'Île-de-France, à peut-être l'élaboration d'une fiche qui serait plus précise pour alerter plus vite sur, justement, ce matin, je ne sais plus quel intervenant en parlait, les difficultés, par exemple, telle pathologie, telle difficulté repérée, pour un enfant ou pour un autre. Et pour revenir à ces disparitions inquiétantes, il y a aussi quand même le cas de ces fugueurs qui sont dits un peu récidivistes, qui sont déjà dans un parcours inscrit avec déjà de la délinquance, des fugues répétées, qui ne sont pas toujours des fugues, qui des fois sont sur la journée, mais des situations, et je crois que c'était le service de gendarmerie ce matin qui nous ont bien fait un point là-dessus, qui m'a semblé très intéressant, sur le fait qu'il y avait des éléments inhabituel dans la fugue d'un jeune ou d'une jeune qui fugue habituellement, mais quelque chose de particulier à mettre en avant et qui va rendre cette disparition-là, celle-là, plus inquiétante que les autres. Voilà. Nous, on a eu cette année un cas où effectivement, ça n'a pas été pris en compte. Alors, ça n'aurait peut-être rien changé à l'issue, puisque ce jeune est effectivement décédé. Peut-être que les services de police n'auraient pas pu le retrouver à temps, puisqu'a priori c'était une mort accidentelle. Pour autant, la maman de cet enfant que nous avons accompagné pendant 1 mois et demi s'est entendue dire toutes les semaines que c'est pas grave, il va revenir, il est pas loin. Alors qu'elle alertait sur le fait qu'habituellement son enfant la contactait. Partait, oui, plusieurs semaines parfois, mais la contactait. Donc il y a la loi, il y a les moyens qui peuvent être mis en œuvre, qui le sont probablement dans beaucoup de cas, mais il y a aussi la réalité du terrain, comme ont pu le dire certaines personnes ce matin. Il y a aussi des moments où ça dysfonctionne, pas forcément par malveillance, parfois par méconnaissance aussi des situations, par routine, on l'a dit ce matin, pour plein d'autres choses, mais je pense que ça, enfin nous au 116 000, on accueille souvent ces témoignages-là de familles. Et on est obligé donc de les faire remonter parce que c'est important et ça fait partie des pistes à travailler.
Alors, on a eu beaucoup de chiffres ce matin, donc on a essayé de ne pas faire trop de chiffres là, d'autant qu'on n'a pas d'outils statistiques aussi performants, ni que le ministère, ni que l'Observatoire national de l'enfance en danger. Donc, les chiffres là qui sont proposés, bon, ceux-ci, ce sont ceux de 2018, qui mettent donc en avant le nombre de situations, leur répartition entre fugues, enlèvements parentaux et disparitions inquiétantes. Et les cas traités par le 116 000 enfants disparus, donc 1240, sur lesquels on voit 391 fugues et 70 disparitions inquiétantes. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Du coup, on a fait un petit focus, nous, là, personnel. De janvier à octobre 2019, on était, donc du 1er janvier, enfin du 2, au 1er octobre 2019, on était déjà à 379 fugues, d'accord ? Donc dont 16 étaient qualifiées de disparition inquiétante dans nos services pour les éléments dont on avait connaissance. Et les statistiques, là, nous montrent quand même... évidemment, encore une fois, plus de filles, 234 sur 145 garçons, mais par contre, plus de fugues du domicile que des institutions ou des lieux de placement. Alors, ça s'explique aussi d'abord parce que bien souvent, ce sont les familles qui nous appellent, parce que pas de fugue du lieu de placement, ça ne veut pas dire pas de mesure ou pas de placement, ça peut vouloir dire que le mineur il a quitté le domicile pendant les droits de visite d'hébergement, pendant un moment de vacances, ou même s'il n'y a pas de placement actuel au moment de la fugue concernée, il peut y avoir eu un placement antérieur, un placement prévu ou une attente de mesures éducatives prévues. Voilà, donc ça c'était quand même pour aussi dire ce que nous on avait aux 116 000 enfants disparus, qui n'est pas toujours, ce matin j'entendais, c'était 2 tiers selon le ministère, 2 tiers des enfants qui étaient en institution. Nous, ce qu'on reçoit aux 116 000, c'est pas ce que ça nous montre. Voilà. Et ça me semble important de le souligner parce que c'est quand même, on a quand même pas mal de situations. Donc ça montrait une majorité de filles au départ de domicile. L'âge moyen, c'est 15-16 ans. Ça, par contre, on est assez d'accord avec ce qui nous a été présenté ce matin. On en a des plus jeunes, ça peut arriver. Alors souvent, quand ils sont très très jeunes, en fugue, je parle en disparition inquiétante, pas en enlèvement, les enlèvements parentaux c'est autre chose, mais en fugue et en disparition inquiétante, quand ils sont très très jeunes, parfois c'est voilà, il s'est perdu, il a raté son bus, ou alors il a peur de rentrer parce qu'il a eu voilà, une mauvaise note, quelque chose, ou il fuit quelque chose. On a eu sur cet échantillon qui a été repéré, là on a vu un cas de maltraitance, aussi un enfant assez jeune qui ne voulait pas rentrer par crainte de représailles. Donc ça, c'était... Alors, on a pris ensuite une plus petite proportion de disparitions inquiétantes traitées chez nous. Donc, on en a pris 102. Alors, pareil, entre le mois de janvier et le mois d'octobre, pour mettre un petit peu en avant les motifs... les motifs de fugue de départ et les dangers repérés pendant la fugue qui nous sont rapportés. Encore une fois, ce ne sont pas des choses que nous, on a après été vérifiées directement. Pour autant, c'est ce qui nous est rapporté. C'est du déclaratif, là encore. Donc, ce qu'on a pu remarquer quand même, c'est que concernant les garçons, il y avait beaucoup donc cette recherche de liberté. Arrivent ensuite les consommations. Alors, dans les consommations, on mettait stupéfiants et alcool qui souvent sont associés. Le conflit familial, alors le refus du placement. Moi, je tiens à mettre un petit bémol aussi en tant qu'éducatrice sur le refus du placement parce que parfois, ce sont des fugues de l'institution qui ne sont pas forcément là pour pointer le refus du placement, mais parfois, ce sont des enfants qui vont aller vérifier l'état de leurs parents quand le parent est contre le placement ou quand le parent ne va pas bien. Quand cet enfant avait l'habitude de prendre en charge ce parent qui allait mal, parce qu'il a une santé fragile ou parce qu'il a des consommations lui-même, cet enfant se sent parfois un peu coupable de lui être protégé et va vérifier que son parent va bien ou malheureusement qu'il ne va pas bien. Donc ça fait partie, je pense, du refus de placement, de cette marge-là. On a aussi donc ensuite donc la santé fragile, des troubles psychologiques, soit des pathologies diagnostiquées, soit des comportements qui nous sont rapportés, et dedans on englobe la souffrance psychique, les scarifications, les tentatives de suicide, tous ces éléments-là, ou les idées morbides, Pour les garçons, une petite part quand même d'escapade amoureuse. Alors c'est ce qui pourrait être
être classées dans fugues sous l'influence d'un tiers, hein. Donc les fugues amoureuses ou les fugues avec les pairs du milieu de vie. Donc ça, c'est plus, voilà, ils sont plusieurs en foyer puis ils partent ensemble, ou alors il suit sa copine ou on l'emmène sa copine aussi, ça peut arriver. Voilà, donc on a quand même une majorité là de recherche de liberté, et quand on constate les dangers repérés pendant la fugue, on a quand même beaucoup, donc ces situations, encore une fois, aux 116 000 enfants disparus, hein, de situations de errance. Donc les garçons ont parfois des fugues qui durent assez longtemps, avec des consommations et des délits, donc des délits soit de réseau de trafic de stupéfiants, soit des vols, des choses comme ça. Voilà. Donc on peut quand même se faire un petit parallèle entre cette recherche de liberté là, qui est mise en avant par les garçons, ou en tout cas par leur famille, hein, qui présente ça comme ça, et parfois c'est tendance à aller vers des réseaux qui finalement représentent aussi un enfermement, et vers des consommations qui représentent aussi une dépendance de choses qu'ils pouvaient avoir envie de fuir chez eux quand ils ont un milieu familial qu'ils estiment un petit peu fermé, un petit peu restrictif, et qui veulent fuir. Et finalement, ils se retrouvent par la errance, par la fugue, par pas d'autres solutions. Ils se retrouvent à nouveau pris dans ces dispositifs-là. Ça fait aussi partie du paradoxe de l'adolescent. Alors, concernant les filles, donc toujours sur 102 disparitions, hein, entre octobre 2019, donc on a plus de filles, hein, 66 filles contre 36 garçons. Pour les filles, 13 ont quitté un lieu de placement, 53 le domicile. Pour les garçons, 9 ont quitté un lieu de placement, 27 le domicile. Et pour les filles, on se rend compte que l'escapade amoureuse, c'est le premier motif, en tout cas, qui est évoqué. Alors, l'escapade amoureuse, ça a l'air romantique, un peu comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas, parce que parfois, elles suivent des loverboys, comme M. Melon a pu nous en parler ce matin, des personnes majeures et pas forcément bien intentionnées. Et ces fugues peuvent durer très longtemps. On a beaucoup de situations, 116 000 enfants disparus, avec d'assez jeunes filles qui sont dans toute la France avec des majeurs, et où effectivement c'est compliqué parce qu'on ne les retrouve pas. Donc on a, bon, je vous laisse lire ensuite, hein, on a les mauvaises fréquentations, la recherche de liberté également, les consommations psychologiques. Et dans les dangers repérés, évidemment, enfin en tout cas pour nous évidemment, puisque c'est ce qu'on constate au quotidien, majoritairement la prostitution, sachant que les consommations de stupéfiants et alcool y sont associées, puisque très souvent elles sont maintenues dans les réseaux de prostitution par ces consommations-là aussi, voire elles en consomment pour supporter, hein, ce qu'elles supportent, parce qu'il faut quand même bien insister sur le fait que ces jeunes filles, parfois ces garçons, mais quand même majoritairement ces jeunes filles, sont des victimes, qu'elles sont prises dans des réseaux qui sont parfois très, enfin, pas forcément organisés en termes de nom, mais en tout cas qui ont des moyens coercitifs très importants, qui menacent les familles, qui vont jusqu'à accompagner ces mineurs devant l'école de leurs petits frères, petites sœurs pour leur montrer qui savent où ils habitent, qui agissent quand même. Voilà, donc ces jeunes filles, effectivement, quand elles se retrouvent en face d'un policier, d'un gendarme ou parfois d'un éducateur aussi, elles sont parfois dans le déni, dans de l'agressivité, parce qu'aussi, mais ça, je pense que vous pourrez le dire mieux que moi, il y a peut-être un phénomène un peu de dissociation, hein, du traumatisme vécu. C'est des jeunes filles qui parfois font 15 à 20 passes par jour. Donc on est quand même sur de l'ultra-violence, qui sont en plus séquestrées, battues et menacées. Donc c'est très compliqué. Et nous, ce qu'on constate comme difficulté, il y a deux choses. Il y a la difficulté dans l'accompagnement quand on accompagne les familles, les difficultés repérées, c'est notamment la complexité de signaler aux services de police, gendarmerie parfois, parce qu'il y a un problème de communication, notamment quand il y a des récidives, et les difficultés de gestion du retour avec ces mineurs qui voyagent beaucoup en plus sur le territoire français dans le cadre de réseaux de prostitution, ne sont pas tout de suite, il y a une mauvaise communication entre certains services des départements qui fonctionnent de façon différente aussi pour leur prise en charge immédiate, hein, je parle de l'accueil 72 heures, je parle d'une demande OPP, de toutes ces choses-là, qui font que ces jeunes filles, quand il n'y avait pas de mesures éducatives, ou en tout cas pas repérées, elles sont remises au domicile, remises à leurs parents, avec le risque, voire la certitude qu'elles repartent assez vite, surtout quand elles sont menacées. Donc ça, c'est ce qu'on remarque. Et puis par la suite, les difficultés de prise en charge, parce qu'encore une fois,
Il faut vraiment entendre que ces mineurs-là, ils ont posé un acte, ils ont fugué. Il y a des motifs pour lesquels ils ont fugué, mais il y a aussi tout ce qu'ils ont vécu de traumatique pendant cette fugue et qui, finalement, malgré la bonne volonté parfois de plein de services, ne sont pas toujours auditionnés parce que sur le terrain, on sait qu'ils ne sont pas toujours auditionnés, que parfois cette audition ne se passe pas très très bien. Que parfois aussi dans le cadre de réseaux de prostitution, malgré tout, les services enquêteurs, ils ont aussi dans le viseur les réseaux et les têtes de réseau. Et que parfois, les mineurs, une mineure, deux mineurs, qui sont habitués, elles ne sont pas sacrifiées, on ne peut pas dire ça, elles sont recherchées, quand elles sont trouvées, elles sont récupérées, mais tout n'est pas forcément mis en œuvre pour les protéger par la suite de ce qui se passe. Donc, quelle réponse apporter, quelle solution? Je pense que ça se travaille avec tous les professionnels, avec peut-être des réponses pédopsychiatriques parfois, des réponses éducatives parfois, des réponses un peu innovantes parfois aussi, peut-être le mélange de tout ça et surtout sûrement des équipes pluridisciplinaires pour travailler sur ces questions. Est-ce qu'il faut des structures? Est-ce qu'il faut un éloignement géographique, comme ça peut être le cas parfois à l'étranger? Est-ce qu'il faut, et c'est probablement aussi du cas par cas, est-ce qu'il faut plus de moyens? Ça, c'est une certitude, je pense, à tous les niveaux. Et je pense que du coup, c'est ce qui doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions pour améliorer les conditions de retour de ces jeunes, pas que pour les mineurs qui ont subi, qui sont dans les réseaux de prostitution, mais l'ensemble de ces fugues. Merci, en plus vous faites la transition, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour ce topo clair et le respect du timing. Donc c'est maintenant le docteur Botbol qui va prendre la parole, justement pour aborder le versant de la pédopsychiatrie. Alors, petite précision, vous allez nous quitter quasiment juste après votre intervention parce que vous avez un avion à prendre. Donc on fera une petite exception. Si vous avez des questions spécifiquement pour M. Botbol, vous pourrez les poser juste avant qu'il ne nous quitte. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera un petit temps d'échange de 5 minutes si vous avez envie de l'interroger plus avant. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et pardon pour ce problème de planning je pensais que je passais ce matin et donc j'ai découvert, parce que c'est ce qu'on avait dit au début, et puis j'ai découvert que c'était l'après-midi et donc voilà, j'étais pris. Voilà, donc je suis désolé de vous faire ça et puis d'autre part, je vais essayer d'être pénible, comme ça vous serez soulagés. Et je peux vous demander de parler dans le micro, s'il vous plaît, merci. Merci. Et donc, voilà, en gros, le problème est que ça dépasse de beaucoup la pédopsychiatrie, bien entendu, et que la pédopsychiatrie, dans tout ça, elle va pouvoir s'orienter en fonction du contexte dans lequel se déroule la fugue, avec cette idée au départ qui est que si ça arrive à la pédopsychiatrie, si ça arrive au pédopsychiatre, alors c'est un symptôme. C'est-à-dire, c'est le symptôme de quelque chose, mais qui peut avoir des significations très différentes. Par exemple, personnellement, et autour de moi en tout cas, très peu d'expériences de ces filles dans des réseaux de prostitution, très peu. On a très rarement impliqué là-dedans, en tout cas, dans toute mon expérience. Je pense que j'ai vu un cas il y a très longtemps. Là, donc plusieurs significations très différentes en fonction du contexte. Par exemple, ça c'est des choses vécues, c'est que la fugue peut être, vous l'avez dit par rapport à l'affaire, à l'histoire de l'autiste, ça peut être un épiphénomène des manifestations d'un trouble psychiatrique grave, d'un trouble psychiatrique suffisamment sévère pour être la cause d'une fugue, mais dans lequel la question de la fugue est finalement un des détails, bien sûr extrêmement grave et extrêmement aggravant, mais quand même un détail au regard de ce que la pédopsychiatrie peut et doit faire dans ces cas-là. Et alors, dans ces cas-là, c'est assez simple à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Ce qui va être en cause, c'est de soigner ce trouble. Et si ce trouble est psychotique, eh bien, il y a des soins. Quand il est délirant, ces soins sont relativement efficaces. Quand ce n'est pas délirant, comme dans le cas des autistes, c'est particulièrement difficile. Et chaque cas est particulier. Mais une fois encore, dans ces cas-là, la question de la fugue est un facteur aggravant, mais pas un facteur qui va modifier la façon dont on va prendre en charge les enfants, puisque la cause, quels que soient les motifs, monsieur me disait tout à l'heure, c'est le motif et pas la cause, quels que soient les motifs mis en avant, c'est la cause, c'est la maladie dans ces cas-là. La deuxième situation qu'on trouve, notamment ces dernières années, c'est celle où la fugue
est non seulement raisonnée, voire raisonnable d'ailleurs, mais assumée comme telle, revendiquée comme telle. Alors, ce n'est pas comme le forcené de tout à l'heure, parce qu'en général, ils sont un peu plus grands, mais c'est quand même des gens qui vous affirment leur droit de faire ce choix-là, et on en a vu toute une série autour de ces dernières années, autour des départs en Syrie. Bon, moi, je travaillais en Bretagne. En Bretagne, la plupart des départs en Syrie, c'était des filles qui rejoignaient, je ne sais pas si on peut les appeler des loverboys, mais enfin, c'était des gens qui étaient pour elles des gens attirants. Et elles étaient, pour celles que j'ai vues, rattrapées à un moment ou à un autre de ce périple, en étant, du coup, si vous voulez, la pédopsychiatrie, là, c'est ça l'épiphénomène. C'est ça qui était contingent. Le vrai problème était ailleurs, et il ne relevait pas de la pédopsychiatrie, même si on devait prendre en compte le fait que, bien entendu, les parents étaient affolés, bien entendu, ils pouvaient demander là où ils pouvaient demander, mais en tout cas, ce que l'on pouvait faire comme action était très limité, éventuellement faire le tour si des choses, puisque pour ceux que j'ai vus, moi, ce n'étaient pas des gens qui ont réussi à y aller, ce sont des gens qui ont été arrêtés plus ou moins loin, quelquefois arrêtés 2-3 fois, et ramenés à chaque fois dans leur endroit. Le traitement de ces gens-là, la façon dont la fugue a été traitée finalement, c'est la façon dont l'idée radicale qui la sous-tendait a été traitée, et dans tous les cas que j'ai connus, avec succès, au travers d'actions éducatives extrêmement intensives, qu'elles soient menées par la PJJ ou par d'autres organismes, et toujours sous l'égide, avec l'implication de l'aide sociale à l'enfance, évidemment. Mais ce n'est pas sur ça que la pédopsie est le plus souvent convoquée. Là où elle est convoquée, c'est dans 2 situations, grossièrement, pour aller vite, pour ne pas dépasser le temps, 2 situations où la fugue est le principal problème. Et ces 2 situations, vous les avez évoquées, c'est celle où la fugue apparaît comme un appel, à l'équivalence d'ailleurs de ce que l'on dit pour les tentatives de suicide. Et où là, ce qui est en cause dans la fugue, c'est le fait qu'elle vise à mobiliser les gens dont on se sépare. C'est-à-dire que le paradoxe, il est que le principal objectif de partir, c'est de revenir. Le principal objectif dans ces fugues. Alors là, la pédopsychiatrie est très utile, parce que rien qu'à vous l'exposer, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, enfin dans l'esprit, sur lequel on peut quelque chose, puisqu'il y a une raison de trouver dans la séparation une accentuation de la relation. Autrement dit, c'est quelque chose d'assez banalement adolescent. Je cherche un moyen pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir solliciter, mobiliser l'autre, sans avoir à le demander, puisque du fait de mon adolescence, je suis en difficulté pour demander ce dont j'ai besoin. Je me mets dans la situation de contraindre l'autre à me donner de l'importance, parce que je ne peux pas utiliser les moyens que j'utilisais quand j'étais un mineur, quand j'étais plus petit. Je suis dans la situation où je demande, j'ai besoin de quelque chose que je ne peux pas demander, et par différents moyens, dont la fugue est un des grands moyens, je peux mobiliser les gens, mes proches, pour qu'ils fassent attention à moi. Alors là, la pédopsie va faire beaucoup, à partir de cette compréhension-là, en le montrant, en travaillant avec la famille, en travaillant avec les enfants, y compris quand il n'y a pas eu, ce qui est le plus souvent le cas, quand il n'y a pas eu, dans mon expérience, quand il n'y a pas eu ni d'expérience traumatique, ni d'expérience dangereuse durant la fugue. La fugue est absolument sérieuse puisqu'elle touche un mineur, c'est ça qui en fait le caractère sollicitant, mais c'est aussi ce qui est visé à travers elle. Dans ces cas-là, une fois encore, c'est assez classique pour un pédopsychiatre d'intervenir. Là où c'est à la fois fréquent, il y en a tous les mois, disons, dans un service moyen, et où c'est beaucoup plus difficile, bien que la fugue soit là un symptôme central, c'est ceux chez lesquels la fugue vise véritablement à ce qu'elle dit qu'elle fait, à ce qu'elle fait, c'est à se séparer, à faire disparaître l'autre. Dans ces fugues-là, ce dont il s'agit, c'est précisément de faire comme si l'autre ne compte pas. Autrement dit, dans la fugue, celle-là qui se répète, c'est une fugue qui vise
au pur équilibre narcissique du sujet. C'est-à-dire, c'est un équilibre interne que la fugue permet d'atteindre sans référence à autrui. C'est la différence, par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple, entre un suicide appel et un suicide pour mourir. Évidemment, dans ces cas-là, on est dans des situations et des configurations très différentes qui peuvent se manifester, comme vous l'avez décrit, par des répétitions inlassables, avec des motifs qui ne sont peut-être pas des causes, parce que vraiment, ça, c'est le mot central. La psychiatrie, elle va essayer d'intervenir sur le soubassement. Elle ne va pas prendre au mot le fait que c'est pour aller voler, pour aller se droguer ou pour aller se prostituer, dit dans la limite de ce qu'on a connu. Donc on ne va pas prendre... Tout ce qu'on sait, c'est que ça se répète, que c'est un mode de gestion dans lequel rien ne compte et que ce n'est pas le retour qui va compter, c'est vraiment de partir. C'est vraiment de partir comme on tourne la page. Eh bien, dans ces cas-là, alors on a des exemples. Là, j'ai un exemple en particulier d'un jeune homme qui revenait constamment parce qu'il était constamment en fugue. On avait mis en place un dispositif de suivi dans lequel on essayait de faire en sorte qu'il puisse être, après sa fugue, réaccueilli dans le dispositif institutionnel duquel il sortait, puisque celui-là était, comme d'après les statistiques, 60% des fugueurs, dans une institution. Et qu'il quittait cette institution. Au début, il le faisait pour aller voir sa maman, mais très vite, il s'apercevait qu'à chaque fois qu'il allait voir sa maman, il était rejeté. Et donc, il avait fini par abandonner tout espoir de faire ça. Et donc, il fuguait de l'institution pour plus y être. Il préférait être dans les bois à côté, et il préférait être n'importe où ailleurs que là-bas. À un moment, bien entendu, devant l'inquiétude des équipes et leur volonté, en effet, assez... Enfin, moi, je suis comme Madame la juge. Ce que j'ai vu, c'est essentiellement des institutions qui demandaient des mains levées pour fugue. Je n'ai jamais vu qu'on impose la main levée à une institution d'où un enfant avait fugué. Mais peut-être que je n'ai pas tout vu, hein, je suis tout jeune. Donc, les choses qui sont là en cause sont effectivement très différentes parce que vous êtes dans une situation où vous allez avoir la tentation de considérer que ce symptôme, dans ce contexte, vu le danger auquel il expose, vu l'incompréhensible préférence qu'a ce jeune de vivre dans des conditions folles plutôt que de vivre dans un foyer, on va avoir tendance à considérer qu'il faut les hospitaliser. Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je dis, c'est que des hospitalisations dans ces situations, elles ont soit un objectif d'évaluation, parce qu'on ne sait jamais, notamment dans ces conditions, s'il y a eu des traumatismes ou s'il y a des soubassements psychopathologiques sérieux qui se masquent derrière l'apparence de la délinquance ou de la fugue. Mais le vrai problème, c'est que si ce n'est pas pour bilan, c'est pourquoi ? Si c'est pour éviter qu'il fugue, alors là, on a un problème, c'est que ça dure très longtemps. Et ça dure très longtemps dans des conditions telles que vous avez des réponses, des prises en charge qui deviennent totalement inadaptées puisqu'elles ont pour seule réponse, pour seule possibilité, pour seule issue, de permettre que la fugue s'arrête, que ce comportement de fugue s'arrête, au prix d'une contrainte, qui est la seule admissible en général pour les gens qui la commanditent, c'est, et notamment les juges cette fois, de laisser le placement en psychiatrie, parce que c'est l'un des rares lieux dans notre société où l'on peut enfermer les gens sans se sentir coupable. Enfin, quand on ne connaît pas. Et donc, effectivement, c'est une des hantises de la pédopsychiatrie que de devoir prendre en charge, à la place des établissements sociaux, la continuité d'un enfant, la continuité de l'hébergement, au nom du soin, d'un enfant fugueur, à répétition. C'est ça l'essentiel du travail qu'il va falloir faire, et ce travail, bien entendu, la psychiatrie ne peut pas le faire seule, il faut qu'elle le fasse avec la famille quand c'est possible, avec les institutions sociales ou judiciaires quand ça n'est pas possible. Eh bien, dans le cas de ce garçon dont je parlais tout à l'heure, par exemple,
À force de fuguer, on avait mis en place un traitement, et à force d'hospitalisation après ces fugues, à force de prolongation, de la tentation de prolonger ces hospitalisations et de la nécessité d'éviter de les prolonger, et donc de le réexposer à nouveau à fuguer, on avait mis en place un dispositif dans lequel il y avait une hospitalisation séquentielle, une nuit par semaine. Cette hospitalisation séquentielle d'une nuit par semaine, assez curieusement, il l'acceptait, il venait de s'y rendre. Mais elle avait une condition, c'est qu'il y a un service qui l'accompagne, qui vienne le rechercher, qui vienne l'amener. Le service était donc impliqué. Le service se débrouillait presque toujours pour pouvoir aller le chercher. C'est assez curieux. Par contre, dès qu'il était dans le foyer, il se barrait, il allait dans la forêt. Donc, on a construit les choses comme ça, et à un moment, les choses se sont encore aggravées. Il a rencontré des gens peu fréquentables, il s'est mis à avoir des comportements délinquants très, très, très inquiétants et très judiciairement punissables. Et ici, il y a eu un moment où la juge, un matin, me téléphone en disant « Il faut que vous l'hospitalisiez parce que c'est trop dangereux. Et il faut que vous l'hospitalisiez 4 mois, à peu près le temps qu'on ait une idée de quoi lui trouver d'autre. » Et j'ai refusé, elle s'est d'ailleurs fâchée avec moi, pas longtemps, parce qu'après elle a eu heureux besoin de moi, mais elle s'est fâchée et je lui ai expliqué que s'il était là 4 mois, je n'aurais plus les moyens de le faire sortir. Un enfant comme celui-là, si terriblement au bord du désespoir concernant ce qu'il peut attendre des autres, lui offrir un lieu qui a tous les avantages pour un désespéré, c'est-à-dire de le couper du monde tout en l'enfermant, ben c'est très difficile d'en sortir. Et à partir de là, notre refus a été effectivement, a obligé ce juge, je vais dire les choses autrement, à prendre des mesures avec les institutions dont elle avait la responsabilité, c'est-à-dire essentiellement, vu le contexte, dans une institution fermée. Il y avait les moyens légaux, il y avait les raisons légales de prendre une telle décision, et elle a pris la décision de l'envoyer d'abord dans un CER, puis dans un CEF, où il a passé un temps, plusieurs mois, enfin presque une année, et quand il est revenu, il n'était plus fugueur. Non, je dis, en tout cas, je ne dis pas que c'est la solution. Ce que je dis, c'est que dans certains cas, la seule chose que vous pouvez faire comme pédopsychiatre, c'est de dire « je veux bien intervenir, mais pas trop ». Je veux bien intervenir à condition de ne pas être à toutes les places, et notamment à la condition de ne pas servir de lieu d'hébergement contraint, quand ce qui compte, c'est qu'ils puissent être hébergés dans des conditions qui, même contraignantes, n'ont pas à voir avec la maladie mentale. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, en espérant que je n'ai pas trop été hors sujet, mais c'est vraiment ça qui me paraît important. Le premier cas, ce que je vous ai dit, là où la pédopsychiatrie intervient de façon très efficace, c'est en renouant les liens entre parents et enfants dans les situations où la fugue était un appel. Mais dans les autres situations, celles où la psychiatrie est sollicitée, requise en position d'hébergeur contraignant, je crois qu'il faut être très prudent. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez des questions pour le docteur Botbol, c'est maintenant, car sinon, ensuite, il sera dans les airs, dans son avion. Ah bah si, là, vous êtes largement dans les temps, je crois. Alors, est-ce que vous avez une petite question? Je vous laisse... On a bien compris là que ce que vous pouviez faire, c'était travailler le lien, puisque quand c'est le lien qui est testé à travers la fugue. Non, avec le micro, docteur. Dans les deux cas, c'est travailler le lien. Dans le premier cas, c'est de travailler le lien qui est rompu parce qu'il est fragilisé, enfin qui est mis à l'épreuve parce qu'il est fragilisé, de retravailler ce lien pour qu'il soit possible sans avoir à passer par l'acte pour qu'il soit reconnu. Donc il y a tout un travail de sécurisation du lien quand il est là, et de sécurisation psychique du jeune par rapport à son lien. Ça, c'est une situation. Dans l'autre cas, c'est prendre acte du fait que, s'agissant de quelque chose dans lequel le lien n'est plus opérant, il faut trouver des mesures dans la société pour permettre que, ce lien étant établi, on puisse éventuellement voir autre chose émerger, y compris peut-être, mais plus tard,
des interventions psychiatriques. Merci beaucoup. Je vous laisse redescendre pour ensuite remonter. Merci de votre présence. Très bonne fin de journée. Et donc nous allons conclure cette table ronde avec, oui, vous voyez, il ne reste plus que vous, Monsieur Bouchiba, avec Madame l'actionnaire. Donc vous allez nous présenter votre dispositif, Mousqueton. Comment vous avez travaillé cette question des fugueurs qui vont, qui viennent, et voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à un moment donné, quand il a parlé de sa petite vignette clinique, il a parlé de cet hébergement séquentiel, permettre à ce jeune homme de venir dormir une fois de temps en temps, et là c'était respecté. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour apporter une réponse à ces situations très complexes? Alors on va essayer d'y répondre. C'est un dispositif qui apporte une solution. On n'a pas la prétention de dire c'est la solution, mais en soi déjà il faudrait reparler du contexte de création, un petit peu du cadre juridique. Je tiens tout de suite à m'excuser, en 20 minutes on ne fera pas de miracle. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer en 20 minutes ce qu'on fait tous les jours. Donc on va essayer d'aller vite et faire en sorte que vous compreniez. On ne va pas trop s'étendre sur le contenant, mais plus sur le contenu, entre guillemets la pédagogie, et pas non plus sur des statistiques ou des choses comme ça. Nous, on repère exactement la même chose que les chiffres qui ont été donnés ce matin à l'échelle de la Moselle. Donc dans un premier temps, le contexte de création, il date de 2014, fin 2014, où au niveau du département de la Moselle, on se rend compte que 20% des ados placés sont en fugue constante ou régulière. Donc des mesures de protection qui sont inefficientes et des jeunes qu'on est censé protéger et qui ne le sont pas. Donc à partir de là, on a proposé un projet au département et on a pu le mettre en place depuis septembre 2015. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 4 ans de recul et un peu plus de 100 jeunes accompagnés. Donc au niveau du cadre juridique, je vais aller très vite, c'est de l'assistance éducative. C'est un placement, c'est une mesure de placement à part entière. On est soit dans un cadre judiciaire, soit dans un cadre administratif. On contractualise avec les parents. Donc au niveau du profil de jeunes qu'on accompagne, c'est des jeunes de 13 à 18 ans, en fugue du milieu familial ou institutionnel, en rupture avec les institutions et la famille. Donc c'est des jeunes qui ne sont plus dans le lien. Et encore une fois, là, on ne respecte pas forcément la loi sur la continuité de l'accompagnement. Et ce qui n'a pas forcément été dit, ce que nous, on a pu constater, c'est que c'est des jeunes qui ont un parcours jalonné de rupture. Voilà. De rupture familiale, rupture au niveau des établissements, on a un jeune, je crois qu'à 17 ans, il était quasiment à 12 ruptures consécutives. Je crois qu'il avait fait quasiment tous les établissements de la Moselle. Donc, plus la rupture familiale. Donc, pour laisser la place à Lucille, j'appuie sur quoi? Là? Super. Voilà. Donc, on a décidé de vous parler des phases d'accompagnement. Après, s'il y a des questions, c'est bien, mais en 20 minutes, ça va être top. Donc, voilà, on a conceptualisé un peu notre pratique. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les concepts, mais on va vous expliquer un peu comment on identifie les phases dans lesquelles on intervient. Donc, vous les voyez, elles sont affichées. Donc, l'investigation, l'accroche, la relation, la stabilisation, le travail de lien et le passage de relais. On a vocation à rester très peu de temps, en tout cas c'était le projet du département, mais en moyenne on reste un peu plus de 6 mois et on a même des accompagnements qui ont duré 3 ans. Donc pour l'investigation et l'accroche, je passe le micro à Lucille. Donc je vais vous parler effectivement surtout des 2 premières phases, parce que c'est celles qui, même si toutes sont importantes dans l'accompagnement, mais c'est elles qui vont en fait définir l'accompagnement. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement une investigation. Alors, dans l'investigation, on n'entend pas une enquête policière ou autre. C'est surtout une collecte d'informations avec tous les partenaires qui viennent nous présenter la situation du jeune en fugue. Smaïna a oublié de préciser que c'est forcément des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, il y a une réunion qui est faite dans notre service. Donc, on appelle ça une commission d'admission avec... tous les partenaires en fait possibles, que ce soit l'ASE, le PJJ,
l'assistante sociale de secteur, la EMO. On travaille aussi avec la prévention spécialisée, les éducateurs de MEX, d'où le jeune ou la jeune est en fugue. Donc déjà, toute cette collecte d'informations nous permet de faire un étayage de la situation. On réfléchit déjà là, en fait, à une feuille de route. Donc surtout une stratégie d'approche, savoir comment on va essayer de raccrocher le jeune en tenant en compte tout son parcours, en fait. Donc parcours institutionnel, familial, toutes les difficultés liées et qui font que la situation apparaît comme bloquée au moment où on vient nous solliciter. Donc voilà, oui, voilà, c'est surtout pour faire une réflexion de stratégie d'approche. Donc après, il y a la deuxième phase qu'on appelle l'accroche. Donc c'est là où pour la première fois, on va essayer de rencontrer le mineur. Donc on appelle dans notre service le passage de commande. Ça se passe à l'aide sociale à l'enfance également. Donc la famille est invitée, le jeune également. Une fois sur 3, on va dire, le jeune est là. Les 2 autres fois, il n'est pas là. Donc là aussi, on essaye de réfléchir comment entrer en relation avec. Donc on récupère des numéros de téléphone. On récupère aussi beaucoup, on travaille avec les réseaux sociaux. Donc on a Facebook sur Mousqueton qui nous permet quand même un premier lien avec le mineur. Alors c'est sûr que quand on le rencontre à l'aide sociale à l'enfance, c'est plus simple parce qu'on peut dédramatiser avec lui la situation, on peut lui expliquer qui on est. On est une équipe donc de 5 éducateurs, hein, je précise vite fait, avec une psychologue, plus Smaïn. S'il n'est pas présent, alors s'il est présent lors du passage de commande, on prévoit un autre rendez-vous, mais là seul avec le mineur, pour qu'il puisse nous expliquer lui-même sa situation. On sent aussi... on a souvent affaire en fait à des familles qui n'ont plus confiance en les services sociaux, qui n'ont plus confiance aux éducateurs, hein, il faut bien dire ce qui est. Et du coup, c'est tout un travail un peu de création de liens. On essaye un peu de les apprivoiser, entre guillemets. Le cas où on ne rencontre pas le jeune à l'ASE, là, c'est plus compliqué pour nous parce que du coup, on passe voilà, par les réseaux sociaux, ils nous répondent ou pas. En général, ça fonctionne parce qu'ils arrivent quand même assez rapidement à se rendre compte, même si on travaille pour l'ASE, puisque c'est l'ASE qui nous sollicite, on n'est pas l'aide sociale à l'enfance, on n'a pas un regard jugeant, on essaye d'être le plus... Pardon, c'est une connerie. En même temps... Alors, je précise, c'est le terme jugeant. Alors, je tiens à préciser ça parce qu'on a quand même fait un constat. On a fait un constat sur ces dernières années, c'est qu'entre justement la première phase et la deuxième, c'est-à-dire la phase d'investigation ou de collecte d'informations, telle qu'on nous présente les situations, alors je m'excuse pour les collègues de l'aide sociale à l'enfance, effectivement, mais il y a souvent une dramatisation vraiment de la situation. On voyait ce matin le chiffre qui disait de 1% par rapport à les chiffres de la prostitution. Nous, quand on nous parle d'une jeune fille qui forcément est en fugue, il va y avoir tout un fantasme autour. Alors sur le fait que soit il y a des problèmes de consommation, qui dit consommation dit forcément argent, qui dit argent, puisqu'elles sont mineures, elles ne peuvent pas travailler, ça va être de la prostitution. Donc souvent on a des rapports très 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 alarmants. On a eu le cas d'une jeune fille qu'on nous a décrite comme radicalisée, alors qu'au final, bon, je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'a pas trop le temps, mais qui ne l'était pas. C'est vrai que c'est compliqué, mais on a vu aussi que la dramatisation, elle se nourrit aussi de chiffres visiblement aussi en augmentation. Donc après, on est d'accord. Voilà. Faut toujours trouver la bonne posture, et je pense que c'est certainement ça qui est le plus difficile dans vos métiers respectifs, c'est de regarder, c'est le regard qu'on va porter avec tous les éléments factuels et rester scotché sur ces éléments factuels. Mais chacun fait avec tous les éléments qu'il a en sa possession. Donc, tout à fait. Donc c'est vrai que du coup, on essaie d'être le plus neutre possible, oui, et ne pas être jugeant. Voilà. Donc quand on rencontre pour la première fois le jeune et la famille, je ne vais pas dire que c'est un travail qui, pour nous en tout cas, c'est un travail qui repart à la base. On ne part pas le passé, on ne peut pas le changer. On repart sur l'instant présent et surtout sur l'avancée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour décanter une situation qui paraît à un moment donné figée. Après, bon, je vais laisser Smaïn expliquer le reste je ne voudrais pas commettre. et le but, après, on rentre
dans la relation avec le jeune et la famille. Le débat est bienveillant, vous savez. Bon, donc, du coup, je passe après l'incident diplomatique, là. Donc, c'est le terme qui est utilisé, ce n'est pas une question de jugeant. Après, dire qu'on n'est pas jugeant, c'est faux, puisque de toute façon, c'est la conscience. Il faut avoir conscience qu'on l'est pour ne pas l'être, quoi. Donc, entre guillemets, être pas jugeant, à la base, c'est faux. Donc, quand on dit classe de jugeante, peut-être que c'est vrai. Voilà. J'essaye de faire une pirouette pour mieux continuer. C'est comme l'objectivité dans mon métier de journaliste. Hein, vous savez, c'est un leurre. Hein. Exactement. Vous avez essayé de sauver les chiffres, on l'a vu. Donc, non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, au niveau de la prostitution, pour en revenir là, c'est-à-dire que, pour pas généraliser, mais 90% des jeunes filles qu'on nous demande d'accompagner, il y a le mot prostitution qui est mis dans le descriptif, quoi. Alors que, je vais pas dire que c'est pas la réalité pour certaines, parce qu'on en a eu beaucoup, mais que c'est pas le cas pour tous. Donc, au niveau de l'accroche, donc pour revenir donc sur ces détails-là, à ce moment-là, c'est la multiplication des rencontres. L'objectif, c'est d'être l'objectif qu'on se donne, c'est d'être en communication constante avec le jeune, donc de manière quotidienne, que ce soit téléphone, Facebook, ou de le voir au service. Et après, ça aussi, c'est important, mais normalement, je le fais dans le contexte, mais là, je vais le dire maintenant. On a une maison qui est située au centre de Metz, mais qui ne fait pas du tout institutionnel. C'est une maison familiale, et du coup, il n'y a personne... Non, bon, ça va, il n'y a pas de responsable de la zone. J'ai pas mis de panneau devant pour éviter que les jeunes ou que les familles soient stigmatisées. Et l'objectif, c'est que ce soit une maison ouverte. Donc, ils viennent quand ils veulent. On est de 10h à 22h30, ils peuvent venir. Donc, du coup, ils peuvent venir quand ils veulent. Donc, l'objectif, c'est la relation sans contrainte, surtout dans cette phase d'accroche. Et après, dans la relation, c'est là où on essaye de... On a appris à se connaître, on a appris à dire qu'il y a une confiance, c'est faux. Le jeune n'a pas confiance en nous, puisqu'il attend des actes. Il a été déçu maintes et maintes fois. C'est d'essayer de comprendre, en fait. Comprendre non pas les motifs, mais les raisons, et de travailler non pas sur ce qui fait danger, mais sur ce qui fait souffrir. Donc après, vous verrez sur des travaux de Roland Conen sur les zones de souffrance, l'objectif, c'est pas de diminuer le danger, c'est de diminuer la souffrance pour pouvoir continuer à travailler. Donc après, elle est individuelle, la souffrance, et elle est souvent... dans plusieurs aspects de leur vie. Et là, on essaye de travailler sur leur intérêt à eux, individuel, en tant qu'adolescents, à ce moment-là, ce qu'eux, ils souhaitent. Donc, faire émerger une demande et pour la travailler avec eux. Donc, après, il faut savoir que la plupart, ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Donc, on en a beaucoup qui sont en fugue au domicile familial, avec des parents qui ne disent pas qu'ils sont là parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Et quand la police y va, ou les gendarmes, du coup, ils s'enfuient. Et puis, pendant une semaine, là, ils se mettent réellement en danger. Donc après, nous, ce qu'on essaye de travailler avec eux, c'est la balance bénéfice-contrainte. C'est-à-dire que quand on arrive dans la relation, c'est là où on commence à amener de la contrainte. On a appris à se connaître, on a appris à discuter, on identifie un peu les besoins. Et c'est là qu'on amène aux jeunes à faire cette balance-là. Qu'est-ce qui est plus contraignant pour toi et dans quel endroit tu en tires le plus de bénéfices. Donc on a des jeunes, plutôt que d'aller en MEX ou dans un établissement, ils préfèrent marcher toute la nuit. Et on a des jeunes pendant 8 mois. Hein, comment ça s'appelait? Il appelait ça ces baskets, Calvin? Non, les BM double pied. Il appelait ça des BM double pied. Voilà, parce qu'ils marchaient tout le temps. Donc, et il a tenu, hein, il a tenu 8 mois, hein, comme ça. Hein. Et il faisait des angoisses, il ne dormait pas en établissement. Il restait réveillé et il n'arrivait pas à dormir. C'était impossible pour lui. Donc on a trouvé d'autres solutions. Donc là, c'est là où on amène la contrainte et on travaille son projet à lui. Après, c'est un peu dans la protection de l'enfance en règle générale. Je vais froisser personne. C'est qu'on a pris l'habitude de dire, voilà, les adultes, la protection de l'enfance, l'État est là pour protéger les jeunes. Et du coup, on sait mieux, nous, ce que vous avez besoin. Et là, on change, en fait, on bascule le truc. C'est-à-dire, on dit, voilà, on a décidé longtemps pour toi, tu refuses beaucoup de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, autant les jeunes que les familles trouvent des solutions. Et ils trouvent des solutions qui sont des fois assez simples, mais qui amènent beaucoup d'angoisse pour les professionnels. Donc nous, on travaille beaucoup dans des prises de risques,
Mais quand je parle de crainte pour les professionnels et comment nous on travaille ça, c'est qu'on part du principe où on ne va pas protéger, on part du principe que l'intérêt c'est l'enfant. Quand on dit ça, tout le monde est d'accord ici? Oui. Donc c'est super, mais ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours. Parce que souvent, on prend des décisions pour se protéger de ne pas protéger. Et c'est là où, du coup, je suis assis sur un fauteuil qui n'est pas confortable, parce qu'on essaye de prendre des décisions où, au final, les éducs, ça va, mais moi, je ne suis pas forcément protégé des décisions qu'on prend, même si on a des magistrats qui sont, je fais votre promo, hein, qui sont beaucoup à l'écoute et du coup, qui nous soutiennent. Mais on prend des décisions qui mettent en danger le jeune dans un danger qu'on connaît. Donc, je vais vous dire concrètement, violence intrafamiliale, violence conjugale, des risques, enfin en tout cas plein de choses qui peuvent se passer au domicile, et nous on prend la décision de le mettre au domicile. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on part du principe où mieux vaut un danger qu'on connaît et qu'on peut maîtriser, qu'on peut contenir et qu'on peut travailler, qu'une fugue qu'on ne peut pas maîtriser et mettre le jeune dans une situation de danger dans laquelle on n'aura pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'à 4 heures du matin, s'il est en ville avec des marginaux et qu'il y a une rixe, on ne peut pas gérer ça. Alors que quand il est au domicile familial, malheureusement, il connaît très bien sa famille. Et à partir d'un certain âge, ils savent adopter des stratégies, des alertes, et ils savent anticiper un peu plus ça, et on peut le travailler. Donc, et un parent maltraitant avec son enfant à l'âge de 6 ans, c'est un parent qui a été maltraitant. Ça ne veut pas dire que c'est un parent qui est maltraitant toute sa vie. Donc les gens ont le droit de changer, mais souvent on les range dans des cases. Et en fait, si vous voulez, quand Lucille a pu utiliser le mot jugeant, je vais le redire, c'est que on classe les gens et on les empêche de bouger. C'est-à-dire qu'on sait mieux que les autres. Et la seule chose que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi je ne sais pas. Voilà. Et quand on ne sait pas quelque chose, le plus simple c'est de le demander. Donc la plupart du temps, quand on se pose une question et qu'on voit, il y a beaucoup de débats en réunion d'équipe, on réfléchit, et ça finit toujours par faut lui demander aux jeunes. On se pose la question, il faut lui demander, il faut arrêter d'essayer d'interpréter pourquoi est-ce qu'il a posé son stylo, pourquoi est-ce qu'il a fait ci, pourquoi est-ce que quand on a dit ça, il a levé les yeux. Le plus simple, c'est de lui poser la question et finalement, il apporte la réponse et ça va des fois moins loin que ce qu'on pensait. Jeudi dernier, on avait une jeune qui, au passage de commande, qui se prostituait, qui était en errance, qui consommait des produits illicites et qui n'avait pas donné de nouvelles depuis un bon bout de temps, je crois, 4 mois. Sur les réseaux sociaux, on a eu un contact, on l'a rencontré l'après-midi. Attention, ce n'est pas la réalité de tous les jeunes qu'on suit. Je vous donne juste un exemple proche, pour ne pas parler. On l'a rencontré dans l'après-midi et on l'a rencontré tous les jours depuis. Donc, et au final, elle ne se prostitue pas. Elle ne se prostitue pas. C'est une jeune fille qui souhaite changer de sexe et qui n'a pas accepté que la MEX n'accepte pas cette idée-là pour elle. Donc elle est allée dans la rue auprès de gens qui l'acceptaient tel qu'il était. Voilà. Et nous, on a décidé aujourd'hui de l'appeler Il depuis le premier jour où on l'a rencontrée. Et elle a un prénom de garçon. Voilà. Donc Il a un prénom de garçon. Donc on part tout de suite là-dessus, sur le respect de ce que les gens veulent. Et on va l'accompagner là-dedans. Et c'est la deuxième adolescent qu'on accompagne dans cette transition-là. Donc on a vu beaucoup de choses. C'est pour ça que les motifs, tout à l'heure quand je disais, ne sont pas les causes. C'est-à-dire qu'on est sur des symptômes, et si on reste vraiment sur ce symptôme-là, on ne peut pas travailler la réelle zone de souffrance. Voilà. C'est-à-dire que c'est un passage à l'acte, mais il faut se décaler complètement de ce qui se passe, et c'est compliqué parce qu'il y a du danger, il y a du risque, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas, et qu'on ne maîtrisera pas de toute façon, pour mieux travailler. Et là, c'est là qu'on rentre dans la phase de stabilisation, où là, on va répondre aux premiers besoins, le besoin de sécurité, mais sur une stabilisation que le jeune est en capacité d'accepter. Et un projet qu'on a construit avec lui, donc on a travaillé, on n'a jamais remis un jeune en MEX. Voilà, comme ça vous êtes au courant. On n'y est pas arrivé. Si quelqu'un y arrive, j'aimerais bien avoir la solution. Mais il n'y en a aucun jeune, en tout cas, qui s'est stabilisé en MEX. La plupart, c'est des mains levées. Donc on a travaillé au domicile familial, travaillé autour de la parentalité, la relation père-fille, mère-fille, ou avec un fils aussi, parce qu'on est 50% garçons, 50% filles. On n'a pas plus de filles que de garçons.
Et en fait, on a des dynamiques familiales qui sont plus conjoncturelles à un temps T. Ça, c'est plus les situations en administratif qu'on a. Et en judiciaire, on a plus des situations où c'est structurel. C'est structurel, c'est ancré. C'est des jeunes qui ont un parcours long dans la protection de l'enfance. Et un jeune, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a besoin d'aller vérifier au domicile familial. Et nous, on fait cet accompagnement-là. C'est-à-dire qu'on l'accompagne pour aller vers, et on lui parle, on lui dit que ça va être compliqué, mais à un moment donné, ils ont besoin de vérifier par eux-mêmes. Et quand on se met des œillères en disant il n'est pas là où il devrait être, donc il ne respecte pas le cadre, donc on ne peut pas travailler avec lui, on demande, pas la main levée chez nous, mais la sortie de ses effectifs de la MEX, donc il est toujours confié à l'aide sociale à l'enfance et personne ne l'accompagne, et on le laisse expérimenter tout seul. Et lui va prendre le mur, et ça va être dur pour lui. Et ben nous, on a pris le pli de se mettre à côté de lui et de l'accompagner dans toutes les étapes qui vont être dures pour lui. Et avant de taper le mur, on mettra un coussin. Ou peut-être qu'avant, il passera à côté et il dira « Bon, c'est bon, j'ai vu par moi-même, je peux garder des relations avec ma famille, mais j'aimerais bien travailler mon projet à moi et vivre ensemble, c'est pas possible. » Et on travaille ça. Et donc, du coup, au niveau de la stabilisation, c'est ça, on va travailler après un projet d'insertion. Il y a des jeunes qui ont obtenu le bac, qui ont décroché un apprentissage, qui ont eu un diplôme. Et ce n'est pas une fin en soi, en fait. Donc, la plupart des jeunes s'en sortent plutôt pas mal. Les résultats sont bons. Sinon, bon, vous doutez bien, 2015 jusqu'à aujourd'hui, si ça n'avait pas été bon, on n'existerait plus. Mais l'important, c'est de se remettre en question et d'être humble et d'arrêter de se dire qu'on sait. À partir du moment où on dit qu'on ne sait pas, eh ben on cherche. On cherche et puis on travaille avec la famille, avec des personnes ressources. On a fait des tiers dignes de confiance avec les parents d'une petite amie. Et les choses, elles évoluent et c'est du cas par cas. Il n'y a pas une réponse adaptée. Donc c'est compliqué de vous dire comment les jeunes sortent, mais je peux vous dire qu'il y a plus de mains levées que de parcours en institution. Voilà, ça c'est sûr. Après, le travail de lien, j'ai du temps, non? Wow, je suis riche là. Donc, travail de lien vers l'extérieur. Donc, l'objectif avant de partir, c'est de créer autour de la famille, du jeune, de la personne ressource, un maximum d'adultes référents. Parce que nous, pendant tout ce temps-là, on a travaillé une relation constante, qu'on se veut authentique, transparente, et on a créé un lien sécure avec ces gens-là. Et donc, du coup, quand on commence à dire que nous, on arrive au bout de la mission, vous avez super bien évolué, et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de nous, eh ben, les gens se mettent un peu en panique. Parce qu'on a créé une béquille, on a créé un problème, en fait, nous-mêmes. On a créé ce problème-là, et du coup, ça, c'est toute une phase où on va faire en sorte de créer tout un réseau autour de la famille, de les ouvrir vers l'assistante sociale de secteur, la prévention spécialisée, plein de dispositifs de droit commun. Je ne connais pas trop Paris, donc je ne peux pas vous dire, mais il y a plein de choses qui existent. Et des fois, il suffit juste d'aller un peu dehors et de rencontrer les gens pour se rendre compte qu'en fait, il y a plein de petits dispositifs, plein de petites assos qui font des choses super intéressantes, mais qu'on ne connaît pas. Et quand on présente, l'important, ce n'est pas de présenter un service, c'est de présenter un être humain à un autre être humain. Et c'est ce qu'on oublie un peu des fois. C'est que moi, je suis chef de service, mais les jeunes, ils m'appellent Smaïn et ils me tutoient. Parce que c'est un être humain et je suis un autre être humain et on discute. On est là pour être ensemble et on n'est pas là pour lui donner une solution, on est là pour réfléchir avec lui sur la solution qu'il veut. Donc là, c'est comme ça qu'on essaye aussi de créer le lien vers l'extérieur. Et après, le passage de relais, ça va aller super vite parce que ça n'existe très peu. Voilà. Ça existe très peu, c'est compliqué de passer le relais à un autre service quand on arrive à la fin du suivi. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on est sur des mains levées, voire des mesures d'AEMO, voire de l'AED. Je ne sais pas si c'est sûr que vous appelez ça comme ça, donc c'est de l'AEMO administratif, vu que dans certains départements, ils disent AEMO judiciaire, qui ne devrait pas être dit, mais bon, c'est dit comme ça, donc je m'adapte. Donc, et sinon, ouais, des mains levées ou des alternatives au placement. C'est-à-dire que je suis aussi chef de service de studio autonome. Et ça encore, voilà, ça passe. On travaille des projets d'insertion et on arrive encore à le faire.
Donc, voilà, j'ai le temps de conclure? Non. Je vous laisse 1 minute et pour conclure, mais 1 minute de conclusion. Alors, allez-y, challenge, 1 minute. Bon, donc, alors il faut conclure en 1 minute, j'ai déjà tué 5 secondes. Donc, l'idée, c'est de vous amener à réfléchir sur la pédagogie en tant que telle. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un directeur de MEX, je regarde quand même parce que c'est vous. Voilà. Donc, sur la question de la fugue récréative, voilà, la question, c'est pas la fugue en elle-même. Le problème, il vient pas du jeune, il vient de nous. Je vous invite à aller voir les propos ou de lire le livre de Jean-Paul Gaillard sur les enfants mutants et sur la manière dont nous, les dinosaures, on gère ces choses-là. C'est que le problème, c'est pas eux, c'est pas la manière qu'ils ont de faire, c'est pas la société actuelle, c'est nous la manière dont on les regarde. Donc, faut qu'on change de pédagogie et d'approche et surtout sur la question de l'autorité. Voilà, donc je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas en avoir, je vous dis juste que aujourd'hui ça marche plus. Vous finissez carrément sur l'autorité. Donc genre le sujet qu'on fait sur une journée. J'ai conclu et j'ai ouvert. Je l'ai bien fait, non? Super, non, ça va? Non, mais c'était impeccable. Alors là, si vous n'avez pas de questions, je n'y crois. Voilà. Questions, observations, rebonds, débats, désaccords, controverses, enfin. Voilà, tout. Dans le respect de chacun, évidemment. Monsieur Diarra. Il faut se représenter, non? C'est bon. Non, donc Monsieur Diarra qui va intervenir dans la table ronde suivante. Donc, en fait, moi, je me retrouve dans plein de choses de ce que vous dites. Je tique un petit peu sur la dernière, sur votre conclusion. Sous le menton, bon sous le menton, comme ça. Sur votre conclusion, à savoir, la faute, c'est pas forcément les jeunes, c'est nous. Moi, je dirais comment on peut sortir, parce que souvent, on a tendance à être dans des clivages. Les uns, les autres, on entendait parler ce matin, que fait la police, que fait les éducateurs. Et moi, je soulèverais la question, comment on peut introduire une responsabilité partagée en incluant le jeune? Vous voyez? Parce que sinon, on reproduit les mêmes choses, même avec une bonne volonté, mais on est dans ces répétitions-là. C'est pour moi, donc je réponds. C'est sur le menton. Donc lui, il a eu droit à la combine, et moi, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas. Donc, parce que c'était totalement audible, M. Bouchiva, donc je n'ai pas eu besoin. Non, j'entends ce que vous dites. La question du clivage et de la responsabilité, et moi je vais vous dire honnêtement, il est là le problème. C'est que si moi je me pose la question de ma responsabilité tous les jours au boulot, on ne travaille plus. Donc, et la question des clivages, nous, en tout cas, on arrive très bien à travailler, entre guillemets, un petit peu avec la police et la gendarmerie. Maintenant, ils bougent tellement que du coup, ça demande beaucoup de partenariat et d'aller recréer du lien avec les gens. Mais quand on s'appelle, c'est pas... j'ai du mal avec les grades de la police, monsieur adjudant ou monsieur le gardien de la paix. Voilà. Donc on s'appelle monsieur et on se connaît et on se rencontre et on discute. Donc la question de la responsabilité, on l'a tous. Là, il y a la juge. Et encore autrement, l'aide sociale à l'enfance sous forme de contrat administratif. Mais derrière, on met en place un projet. Et nous, on n'a pas vocation à enlever le danger. Ce qu'on a vocation... C'est pas pour moi qui fais les vannes. Il ne va pas apparaître tout de suite. Vous le voyez, mais c'est pour tout à l'heure. Il est perturbé, il y a le prochain dessin qui est là. Donc l'idée, c'est de se dire... C'est où l'autorité, elle vient de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat administratif. Mais nous, on n'a pas vocation à l'enlever, le danger. On parle de diminution de danger. On diminue le danger et on recrée du lien entre les acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on remet autour de la table des parents, des enfants, des juges. Il y a des juges qui n'avaient même pas rencontré les jeunes. Et ils les rencontrent le jour de l'audience. Et on ouvre le dialogue entre tout le monde et en disant, à un moment donné, posez vos casquettes. Moi, quand il y a un policier qui veut parler à une jeune, elle vient poser plainte pour agression sexuelle, moi, je suis content quand à un moment donné, il n'est pas que sur « veuillez me donner les faits ». Et qu'il soit là. Donc à un moment donné, il faut enlever sa casquette de responsabilité, de toutes ces angoisses émotionnelles qui nous perturbent quand on essaye de prendre une décision. Parce que l'émotion, elle est pas de bon conseil. Donc c'est pour ça que je dis, le cadre, ça peut être le cadre qu'on veut. Mais si la pédagogie qu'on met dedans, pour moi, elle n'est pas bonne, après on peut mettre un cadre super joli, ça ne sert à rien. Non, effectivement, je vous rejoins. Mais pour moi, la responsabilité, ce n'est pas un terme péjoratif. C'est un terme qui est puissant et qu'il faut pouvoir l'assumer. Maintenant, au niveau du jeune, je redis, vraiment l'inclure dedans et pouvoir entendre ses désirs
et que nous, on puisse aussi, avec lui, aller le chercher, l'amener à réfléchir sur ce qu'on va considérer comme besoin, parce que, qu'on le veuille ou non, on a une responsabilité éducative en tant qu'adulte. Et est-ce qu'un adolescent, fût-il de 15 ans, 16 ans, de 17 ans, il n'est pas abouti? Est-ce que lui, il peut juger tout seul, même si c'est son désir, de ce qui va être bon pour lui? Il faut qu'on puisse le faire avec lui, mais parfois, ce que vous appuyez tout à l'heure avec vos phases, qu'à un moment donné, il faut trouver un équilibre entre l'écoute et la contrainte. C'est toute cette subtilité-là. Et plus je fais ce travail, plus je m'aperçois qu'en fait, on est tout petit, on n'est pas tout puissant. Et qu'on fait avec des paramètres qui sont en dehors de nous, et il y a un individu en face et qui réagit comme il peut. C'est résumé, ça. Parce que dans le cadre du PPE, je ne sais pas si ça s'est développé aussi chez vous, il y a la place de l'enfant. Il y a un moment donné, il y a les besoins. C'est lui qui dit ce qu'il veut. C'est écrit. Même à un petit, on lui demande ce qu'il veut. Et c'est écrit. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse cette place-là si on ne l'écoute pas? Il y a les besoins aussi de la famille, ce qu'elle attend du suivi. Donc, ok, mais peut-être que tout n'est pas bon. Mais il y a des parties qu'on peut respecter. Attends, Monsieur Diarra, après, à la prochaine table ronde, vous serez là, vous aurez tous les droits. Madame. Alors, je suis Stéphanie Orinel, moi je suis chef de service éducatif donc dans un foyer maternel, mais j'ai travaillé déjà avec des adolescentes mamans, mais aussi pendant 16 ans en MEX, donc j'ai à peu près 18 ans d'expérience auprès des ados et en MEX évidemment. Et du coup, ce que vous venez de dire me fait vraiment écho, puisque c'est tout à fait moi un petit peu l'approche que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs, et j'ai beaucoup travaillé sur la responsabilité des ados, c'est-à-dire même 15-16 ans, pour moi c'était important. Alors j'ai un auteur comme ça, je vais faire un peu de pub, mais que je cite assez souvent dans mes approches au niveau des équipes éducatives, c'est Jacques Marpeau qui parle du sujet comme responsable de ses actes, et puis la responsabilité dans l'acte éducatif. Et effectivement, moi je crois aussi, comme vous, qu'à un moment donné, de repositionner même l'enfant, l'ado, en tout cas en tant que... Alors l'enfant, je pourrais aussi en parler aussi après, mais c'est-à-dire de le repositionner comme étant responsable de ce qu'il a mis en place et du trajet, pour moi, effectivement, de sortir un petit peu l'idée, vous disiez tout à l'heure, l'idée de stigmatisation, lui donner une nouvelle chance en disant mais écoute, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça à un moment donné que demain tu n'y arriveras pas à faire autre chose. Au contraire, maintenant, tu as les clés pour y arriver. Alors bien sûr, ça suppose, et je vous rejoins tout à fait sur l'idée du travail avec la famille à côté de ça, parce qu'on voit bien à quel point pour eux, c'est très difficile de se détacher un petit peu de la trajectoire familiale pour choisir la leur aussi à un moment donné. Et c'est là que je trouve ça passionnant, moi, de bosser avec les ados, c'est de leur dire, là, ok, tu as subi ça, moi c'est très souvent la phrase que je cite, maintenant tu peux choisir le reste. Et du coup, tu peux choisir d'aller à droite, on va dire, ce qui ne va pas, parfois, mais aussi d'aller à gauche sur des trucs qui vont bien. Et c'est toi qui choisiras. Et quel que soit ce que tu choisiras, que ce soit en négatif ou en positif, tu es responsable de ça, quoi. Et ça, je trouve que c'est une manière, une approche aussi, peut-être qu'on oublie d'avoir avec, même en MEX, je trouve, les éducateurs qui sont dans une forme de toute puissance, à ne pas laisser non plus la place parfois ces enfants de choisir, même de le restituer parfois aussi en tant qu'enfant, tout simplement, de dire voilà, tu as des adultes pour te protéger, mais en même temps, à un moment donné, maintenant, pour moi, vers 17, dans ces eaux-là, 16 ans, tu as le droit de choisir ce qui va devenir, quoi. Donc, du coup, je pense que c'est essentiel d'avoir en tête la question de la responsabilité. Pour moi, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est pas uniquement de parler des responsabilités des adultes, on sait où sont les nôtres, mais aussi la notion de sujet, d'acteur et surtout de ces ados, pour moi, ou de ces jeunes majeurs responsables de leur vie et de ce qui va se passer après. Et donc, malheureusement, parfois, je sais que moi, j'avais un psychanalyste avec qui j'avais bossé en MEX, qui nous a beaucoup aidé sur une situation dramatique où la gamine était en train de se prostituer en fugue, le truc horrible, et on bossait avec elle depuis 2-3 ans. Et à ce moment-là, lui, il bossait avec Adler, qui était psychanalyste, en disant qu'effectivement, la trajectoire de cette jeune femme était très difficile à vivre pour l'équipe éducative, mais c'était son choix, c'était sa vie. Et ça, c'est très compliqué, évidemment, pour les équipes éducatives d'accepter ça, mais en attendant, effectivement, moi je sais que je le cite assez souvent dans mes réunions d'équipe, je dis mais écoutez, là maintenant c'est sa vie, alors quand bien même ça vous plaît pas, ok, mais c'est elle choisit, quoi. Alors après ça n'empêche pas qu'on peut faire tout un boulot, comme vous faites, d'ailleurs que je trouve génial, moi, de liens, de les amener à comprendre ce qui se passe, de liens avec la famille, toutes ces questions-là, de réfléchir sur l'histoire, et du coup ça c'est plutôt passionnant. En tout cas, moi je vous rejoins dans l'approche que vous avez. Ce que vous souhaitez, c'est accompagner ces jeunes vers leur libre arbitre, c'est-à-dire leur capacité. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. À se rendre compte de ce. Mais je trouve que c'est, pour l'avoir vécu assez souvent, ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. À un moment donné,
Moi, excusez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais vous avez parlé à un moment du besoin de sécurité, mais au milieu de votre topo, voire à la fin, c'est intéressant parce que vous parlez, du coup, on parle d'ados. Quand on parle du besoin de sécurité, quand on est en protection de l'enfant sur les petits, c'est le préalable. C'est-à-dire, c'est le méta-besoin, c'est le truc sans lequel on ne peut pas bosser. Et là, on a l'impression que finalement, il y a d'autres choses à régler et puis qu'on va venir travailler ce besoin de sécurité peut-être un peu plus tard. C'est pas ce besoin de sécurité, c'est qu'ils sont dans la sécurité affective, déjà. Et la sécurité, on en a besoin tout au long de notre vie. Et de se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on leur propose les met dans une dimension d'insécurité, mais même physique. C'est-à-dire que quand on parle de notion de danger, tu te mets en danger, c'est compliqué. En tout cas, nous, on a dû l'expliquer à chaque fois aux jeunes. Pourquoi ? Parce que les adultes pensent que quand tu fais ça, tu es en danger. Ben non, je ne suis pas en danger. Ben, viens, on discute. On va essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que nous, on pense que tu es en danger. La plupart du temps, on se décale. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur l'aide contrainte de Guy Hardy. On parle d'allumer le soleil avec le jeune. Nous, on se décale, on se met au niveau du jeune, on essaye de lui demander, de nous expliquer ce qu'on pourrait dire aux autres. C'est-à-dire, explique-nous ce qu'on pourrait dire à la juge et explique-nous ce qu'on peut dire à l'ASE pour les rassurer. Parce que tu nous dis que tu n'es pas en danger, on te croit, mais eux, ils disent ça. Donc, comment on fait pour les rassurer, eux ? Aide-nous à les rassurer. Et donc, c'est ça, ce besoin de sécurité. C'est déjà de lui faire prendre conscience qu'il se met en danger. Guy Oslo parle aussi de créer un contexte et un environnement pour nommer l'innommable et de pouvoir, pour qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il vit réellement, sur ce qu'il fait réellement, sans enjeu, sans risque que ça finisse au commissariat de police, même si on y vient, mais après. Voilà. Donc le besoin de sécurité, il est ailleurs, c'est-à-dire c'est une sécurité globale. Est-ce qu'il y a une autre question ? On peut lancer peut-être, si vous avez d'autres questions, on a encore 2-3 minutes, on peut peut-être lancer, Pavo avec des dessins, je crois. Ils ont disparu de notre... Ah, si. Bon, du coup, oui, j'ai quelques dessins. J'ai quelques dessins. Alors, le premier, il est pour Samia. Il faut que je vous précise qu'on a travaillé quelques années ensemble, donc je la connais bien, ce qui me permet de vous donner une idée de sa réalité professionnelle. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai un autre dessin qui nous parle de psychiatrie et des solutions que nous propose la psychiatrie. Voilà. Alors après, j'ai trouvé très jolie l'anecdote que vous citez sur ce jeune garçon et ses BM double pied. Donc j'ai fait un dessin sur ça. Parce que la BM, ça veut dire quelque chose en protection de l'enfance quand même. Et puis un dernier dessin à propos des parents et de l'inquiétude. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pavo.